L'Ukraine poursuit ses bombardements sur des infrastructures russes. Cette fois, ce sont 2 ponts de Crimée qui ont été attaqués. Mathieu Kerman est avec nous. On ne parle pas, Mathieu, de petits ponts insignifiants. Non, ce sont 2 ponts stratégiques qui ont été détruits. Oui, absolument. C'est une information qui a été confirmée par les autorités ukrainiennes. Vers 15 heures, les forces armées de défense ukrainiennes ont frappé 2 voies de communication clés des occupants. Les ponts automobiles de Chongar et celui de Génichesk ont donc été frappés. Et des photos nous sont parvenues hier après-midi. On voit là le pont de Chongar et au moins 2 missiles ont atterri sur le pont et juste à côté. Un premier obus a atterri juste ici et l'autre juste là. Et si on zoome justement, on voit qu'il y a un trou béant au milieu de ce pont. Et regardez justement sur une carte où se trouvent ces 2 ponts. Le pont de Chongar juste ici et celui de Génichesk un peu plus au nord donc. Et il se trouve sur la route directe vers Mélitopol. Et c'est un pont très important, celui de Chongar pour les Russes, parce qu'il relie donc la péninsule jusqu'à l'Ukraine occidentale. Et c'est l'un des seuls ponts à le faire. Il est primordial pour livrer notamment du matériel militaire et des munitions aux Russes. Un pont aussi très important parce que 70% du ravitaillement des Russes passe par celui de Chongar. Et sachez enfin que la ligne de front se trouve à 120 km du pont de Chongar. Et donc c'est-à-dire qu'il a été frappé très probablement avec un Storm Shadow britannique qui a une portée, lui, de 250 km. Et le chef d'occupation pro-russe de la Crimée a précisé que certains missiles ont été abattus par les forces de défense aérienne. La plateforme du pont routier a été endommagée. Les travaux de réparation ont déjà commencé. Il n'y a pas de victimes. Ce n'est pas la première fois que le pont de Chongar est visé par les Ukrainiens. Rappelez-vous, le 22 juin dernier, on voit là que la structure a été très endommagée. Et le deuxième pont qui a été ciblé hier après-midi, c'est donc celui de Génichesk. Et vous découvrez là la photo de ce pont affaissé. L'ISW, l'Institut pour l'étude de la guerre, écrit ce matin dans son rapport quotidien que l'ampleur des dégâts causés sur le pont traversant le détroit de Génichesk oblige probablement les forces russes à rediriger le trafic militaire vers des routes occidentales plus longues entre la Crimée occupée et l'oblast de Kherson occupée. Et selon Vladimir Saldo, le chef de l'occupation pro-russe de la Crimée, 9 missiles ukrainiens sur 12 ont été abattus par les systèmes de défense antiaérienne. L'un d'eux a atterri sur une école et a endommagé notamment un tuyau gazier qui a laissé plus de 20 000 foyers sans gaz pendant quelques heures. Voilà, merci beaucoup Mathieu. Général, on a vu les cartes et l'ISW l'a rappelé, cette attaque fait perdre, ces 2 attaques font perdre à Moscou l'un de ses précieux accès à l'oblast de Kherson. Donc il y a un impact assez important sur la logistique. Mais quelle est l'ampleur des perturbations selon vous ? Vous savez, dans une guerre telle qu'elle est menée aujourd'hui, l'analyse systémique, si vous voulez, des faiblesses, donc des centres de gravité de l'adversaire est absolument indispensable. Et il est clair que vis-à-vis des Russes, la logistique et tout ce qui la soutient, c'est-à-dire en particulier les voies de communication, on peut penser aux gares aussi, ça va venir aussi également, sont des objectifs stratégiques. Il se trouve que l'Ukraine a maintenant les moyens d'aller frapper dans la profondeur, et c'est ce qu'elle réclamait depuis très longtemps. Et on a parlé de Storm Shadow, ça peut être aussi un missile Scalp français, ce sont les mêmes, donc on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'Ukraine, avec ses moyens très précis, il faut le souligner, c'est ça qui fait la différence avec les Russes, de frapper dans la profondeur, on le voit, ça se joue à quelques mètres, la frappe sur ces ponts, avec des charges, c'est marqué là, de 450 à 500 kilos, donc c'est des lourdes charges, ça fait les trous qu'on a vus. A les moyens de déstabiliser les Russes, et ça, c'est un avantage. Maintenant, évidemment, les Ukrainiens aimeraient bien encore aller plus loin, obtenir ces fameux missiles qu'on appelle les ATACMS qui vont dans la profondeur, obtenir d'autres munitions. Ils vont certainement faire la pression parce qu'ils sentent bien que l'attaque frontale, on en reparlera peut-être, mais elle reste difficile, même si elle porte quelques fruits, mais elle reste difficile et assez risquée. Donc, tout ce qui pourra déstabiliser le centre de gravité qu'est la logistique pour les Russes qui sont étirés sur un large front et qui ont donc des besoins logistiques extraordinairement importants,
Ça, c'est sans doute le principal objectif dans le court terme. Oui, sans doute. Vous le dites, est-ce que c'est un missile Scalp qui a permis ces attaques en Crimée? Eh bien, a priori, oui, c'est en tout cas l'avis du spécialiste en aéronautique. Xavier Titelman, il était tout à l'heure sur LCI, écoutez. C'est un Scalp parce qu'il reste des morceaux qui ont déjà été partagés sur Internet et ça a été identifié comme étant le premier usage prouvé, avéré du Scalp qui a donc été fourni par la France, qui complète le Storm Shadow, c'est quasiment la même arme en réalité. Et là, on est vraiment surtapé dans la profondeur et on est sur des missiles qui coûtent plus d'1 million d'euros. Là, pour le coup, c'est vraiment des systèmes qui coûtent beaucoup plus cher, mais qui passent au travers de toutes les défenses aériennes russes avec un taux d'efficacité aujourd'hui qui est quasiment de 100%. Ces deux ponts qui ont été touchés aujourd'hui, non seulement ils ont pu être touchés avec les missiles qui ont été fournis donc par la France et la Grande-Bretagne, mais en plus avec les Sukhoi 24 que la Russie dit avoir détruits la nuit dernière. Ils entretiennent du combat pour que les Russes utilisent un maximum de munitions, mais de l'autre côté, ils empêchent les approvisionnements d'arriver. L'objectif, c'est faire ce qu'ils avaient réussi à obtenir dans la région de Kherson, dans laquelle finalement l'armée russe était incapable de soutenir le combat, puisqu'elle n'avait plus d'approvisionnement. Oui, voilà, général, pardon de la question extrêmement naïve, mais la guerre, elle se gagne aussi comme ça, il n'y a pas que le front. Mais bien entendu, ça, et de plus en plus, elle se gagne dans tous les domaines. Depuis les domaines que l'on voit sur le terrain, on pourrait même parler de la cyberguerre, de la guerre de l'information, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. On parle moins, par exemple, de la guerre électronique, mais c'est fondamental. Si il y a une guerre qui se livre, par exemple, entre les pilotes de drones, et en particulier ukrainiens, et les moyens de guerre électronique russes, les uns essayant de brouiller les autres et les autres essayant de détruire les moyens de guerre électronique russes. Donc il y a vraiment une bataille qui se livre à tous les niveaux, mais c'est là que la définition de centre de gravité est importante. Je crois que les Ukrainiens ont bien ça en tête, ils sont aidés aussi par des conseillers. Ils utilisent a priori le mieux possible les armements qu'ils ont aujourd'hui. Après, il va falloir continuer à les alimenter. Ça reste le sujet. Je reviens là-dessus parce qu'à chaque fois que j'interviens dans vos émissions, je dis les munitions, ça reste la clé. On est dans une guerre aussi industrielle où les uns produisent et les autres aussi. Il faut qu'on continue à soutenir malgré le temps qui passe. Il peut y avoir une certaine impatience. La patience stratégique, c'est extrêmement important. Monsieur Zelensky ne peut pas se permettre une faute, ne peut pas se permettre des pertes conséquentes en termes humains. Il utilise au mieux le matériel qu'on lui fournit et il faut y croire. Il faut y croire. C'est ça aussi, c'est le nerf de la guerre, justement, l'espoir. Merci beaucoup, Général, d'avoir été avec nous. Merci à vous.